bonjour déjà. Bienvenue dans cette interview qui a pour but en fait, à la suite de plein d'autres, d'interviewer des personnes qui sont dans, disons, dans le mouvement royaliste, en l'occurrence là sur le Cercle Richelieu. Donc on a ici, alors je suis garde noir et on a Mardonius. Donc c'est Mardonius qui va être interviewé aujourd'hui. Bonjour Mardonius. Bonjour, bonjour. Je vais commencer tout de suite, puisque la première question est un peu introductive. Alors, je t'invite à te présenter très brièvement en quelques phrases, histoire de commencer à donner la couleur un petit peu. Oui, j'ai 41 ans, j'ai été enseignant pendant très longtemps et je reprends des études à mon âge, plutôt en linguistique, mais Mhm. toujours aussi en didactique, donc avec des, des, des tenants pour l'enseignement et pour ce qui se passe dans les salles de classe et les pratiques pédagogiques. D'accord. Je suis marié, enfin je suis pacsé. Je viens d'une classe plutôt pauvre et ouvrière. Mhm. Euh, Une chose qu'on retrouve d'ailleurs pas mal chez les royalistes, paradoxalement, enfin, malgré ce qu'on pourrait croire en général. oui, je pense que c'est contre-intuitif. Enfin, je pense que très souvent, à tort, on s'imagine que les gens ayant une certaine sensibilité pour le royalisme sont issus de classes aristocratiques ou Mhm. de bourgeoisie conservatrice de droite. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus hétérogène Ouais. et beaucoup plus varié que ça. C'est une idée effectivement qui est très répandue et bah, on verra notamment, je pense, avec Hmm, cette interview-là, mais d'autres, que c'est pas forcément le cas. c'est ça. Euh, Brièvement, parce que c'est intéressant de savoir ça, parce qu'on avait fait des petits sondages rapides pour voir le cadre d'enfance en fait des royalistes en général, et c'est vraiment surprenant. Et je vais rien dire pour l'instant. Est-ce que tu peux brièvement aussi parler éventuellement de ton enfance, comment tu as grandi, et avant, on va dire, on peut aller jusqu'au lycée en fait, Ouais. jusqu'aux 18 ans, on va dire ça. Quelle a été ton enfance en fait et ton adolescence éventuellement? Alors, disons que j'ai grandi jusqu'à 10 ans, ouais, 10 ans, on va dire, avec mes deux parents, avant qu'ils ne divorcent. Euh, c'est un peu difficile de me rappeler exactement tout ce qui se passait à cet âge-là. Puis à cet âge-là, on Mhm. est petit. Oui, bien sûr. Donc après, j'ai grandi avec ma mère et ma sœur qui a 7 ans de moins que moi. Mhm. Et ma mère était très politisée, elle était lutte ouvrière, À gauche du coup. très Très à à gauche, gauche. ouais. Elle était toujours sur les listes électorales pour les municipales de la ville où j'habitais, sur lutte ouvrière. Bon, bien sûr, elle n'a Donc jamais, très actif politiquement, ouais, quoi. elle Ouais. n'a jamais été élue au conseil municipal, puisque Mhm. généralement lutte ouvrière était quand même un parti qui faisait relativement peu. Mhm. Disons que ma mère est plutôt, pendant très longtemps, elle se croyait marxiste. Enfin, moi, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle n'était pas marxiste, mais qu'elle était trotskiste et que c'était pas la même chose. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Quant à mon Bien sûr. père, on va dire que c'est un centriste invétéré. C'est-à-dire il n'aime pas les extrêmes. Mhm. Il est toujours à relativiser tout. Une position d'ailleurs qui a sûrement un peu décalqué sur ma personne. Et je me Mhm. rappelle, très jeune, mon père m'avait dit la plus grande erreur qu'ait fait la France, c'est d'avoir guillotiné son roi. Hmm. Mais mon père est un républicain. Mais en Ça fait, n'empêche pas, il hein, n'a mais jamais pardonné à la République d'avoir hmm. décapité Louis XVI. Il a vu ça comme une cassure dans l'histoire de France? Oui, puis un peu il y a Hmm. cette idée, tout ce qui naît dans le sang devra mourir dans le sang, et quand tu fondes la République sur un assassinat, parce qu'on ne peut pas appeler Oui. ça autre chose, ben, enfin, les bases d'une société saine ne sont pas là. C'est pas la première fois que j'entends ça, et c'est vrai qu'il y a pas C'est, mal de gens euh, qui se posent cette question. Et Mais pour finir sur mon bien père, sûr, en bien fait, sûr. ouais, il a toujours plus ou moins, il a toujours voté, mon père. Mhm. Il a toujours voté plus ou moins l'équivalent, on va dire, du Bayrou, mais du Bayrou de son époque, centriste. En fait, ce qu'il cherche toujours, mon père, il est toujours dans la recherche du compromis. Hmm. Donc, il est jamais vraiment radical ou fanatique dans ce qu'il dit, sauf pour le jardinage et le potager, où là, c'est un tortionnaire. On est tous comme ça sur un point, hein. Mais Oui. oui, voilà, donc, alors ma mère, elle, j'ai continué à grandir avec ma mère, mais ma mère, elle était quand même très très spéciale politiquement, puisque elle avait des côtés très Front National, très nationaliste, très
très anti-immigration et en même temps à voter lutte ouvrière, ce Hmm. qui était pour moi une dissonance cognitive Je comprends, ouais, mais il y a assez, beaucoup de gens dans ce cas-là, c'est intéressant assez, ça. assez forte. Alors qu'en fait, j'avais l'impression qu'elle essayait de se définir, mais un peu sur une ligne qui était celle du Parti communiste de Mauroy, Mhm. mais que finalement, elle était à lutte ouvrière. Enfin, j'ai jamais compris comment elle articulait ça. Et puis, ouais, au fin du lycée, enfin, dès que j'ai eu fini le lycée, j'ai quitté le foyer familial, qui était assez nocif et malsain selon moi, pour prendre mon envol. Qu'est-ce qui t'a motivé? Bah, ça amène Mm. immédiatement la question suivante, donc je vais répondre et poser la question. Qu'est-ce qui t'a déjà amené à quitter le foyer, comme tu dis, à quitter le nid, et qu'est-ce qui ensuite t'a amené à avoir un chemin de vie que je t'invite à partager? Alors, bien sûr, comme beaucoup de néo-bacheliers, de personnes obtenant le bac, Mhm. ce qui amène à quitter le foyer familial, Mhm. c'est souvent le besoin d'accéder à des universités qui n'existent pas dans la ville natale. Moi, je viens d'une petite ville de Charente. Le besoin Euh, d'aller à la ville, quoi, voilà, enfin, grossièrement. je crois qu'il y a un DUG de droit, enfin un DUG, pardon, maintenant c'est une licence de droit et licence de littérature, mais si on veut étudier autre chose, on est obligé de se déplacer sur des villes comme Poitiers, Oui. Bordeaux, et puis même plus loin, Paris, etc. Ou Toulouse pour ceux qui veulent descendre plus dans le Oui, sud. parce que même Angoulême, c'était pas assez grand, j'imagine, pour. Non, non, voilà, Angoulême, Ouais. alors Angoulême maintenant, il y a des écoles de jeux vidéo, il y a des écoles de manga. De BD Encore, aussi. oui, oui, Mm. encore une fois, c'est Des très beaux-arts, ciblé, ouais. ça correspondait pas du tout à ce que je voulais Tout faire. à fait, je comprends. Ma première année d'université, je l'ai faite en MIAS, donc maths informatique appliquée aux sciences, sciences fondamentales. Donc beaucoup de maths, beaucoup d'informatique, mais programmation, pas du Windows, hein. Beaucoup de physique, beaucoup de chimie, etc. Et puis très vite, j'ai arrêté parce que en fait, les disciplines un peu littéraires me manquaient. Et Hmm. en sciences, quand c'est que de la science, oui, il n'y avait pas du tout de dimension littéraire. T'avais une volonté peut-être d'être transversal un peu, Oui, moi de je toucher suis à très tout. éclectique, je Ouais, touche à tout je comprends. et souvent on me dit ah oui, enfin moi quand j'entends quelqu'un qui me dit ouais tu sais moi je suis bon en sciences, je suis plutôt un bon élève, je suis bon en sciences mais je suis pas bon en littérature, moi je lui réponds bah t'es pas bon alors. Parce que Ouais. quand t'es bon en tout, tu ne l'es pas. Enfin, Hmm. il n'y a pas de. Et moi je suis bon en tout, donc scolairement je veux dire. Je vois très bien. Et donc du coup j'ai arrêté les sciences pour partir étudier le chinois et le japonais à l'université de Bordeaux. D'accord, En ouais. fait, je les ai étudiés en décalé, c'est-à-dire que d'abord j'ai fait un an de chinois, puis quand je rentre en deuxième année de chinois, j'ai commencé une première année de japonais pour pouvoir contraster, parce que je ne savais pas tellement quelle langue allait m'attirer plus l'une que l'autre, même si j'avais un profond attrait pour l'histoire antique chinoise. Mhm. Et notamment, j'ai d'ailleurs voulu étudier la langue chinoise, parce que je voulais traduire ou lire dans le texte, lire en chinois des textes du IIIe siècle qui, eux, n'avaient pas été traduits en langue occidentale. Aller à la source, quoi. Voilà, et même pas en anglais. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ça n'avait pas été- donc je voulais pouvoir accéder à ces Et textes-là. qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de t'intéresser à la culture chinoise et japonaise aussi au début? C'est surtout l'histoire en fait. J'étais passionné par l'époque des Trois Royaumes en Mhm. Chine, donc c'est qui couvre la fin du deuxième siècle Bien sûr, oui. jusqu'au milieu fin du troisième siècle après Jésus-Christ, et qui a été très popularisée cette période historique grâce à un roman qui a été écrit au XVe siècle, mais qui est très romancé, Bien etc. Et sûr, oui. moi je voulais quand même aller chercher La vérité. la vérité, Hmm. voilà. Alors c'est très compliqué en plus l'historiographie chinoise parce que c'est des chroniques et des bibliographies, donc même une période comme ça, elle n'est pas découpée de la même façon dans l'historiographie chinoise, donc tu es obligé de taper dans à la fois des chroniques de la dynastie d'avant, à la fois des chroniques de la dynastie d'après. Enfin, et puis tu as des sources de. Parce que c'était trois royaumes, donc il y a des sources des trois royaumes, chacun racontant un Bien peu sûr. à sa façon. Donc il faut croiser, c'est beaucoup de travail de recherche, que j'ai pas mené au bout d'ailleurs. Et à partir de là, le Japon aussi m'intéressait beaucoup, notamment pour la période des Sengoku Jidai, donc Les le- royaumes combattants, les les royaumes royaumes indiens, combattants, ceux qui qui s'écrit précèdent. d'ailleurs de la même manière en chinois et en Voilà. japonais. Mais alors la période des royaumes combattants chinois, ça désigne la période juste avant la première unification Tout à fait. chinoise. Moins 3, moins 300, je crois. Oui, voilà, la première unification chinoise, c'est moins 221 avant Jésus-Christ. Voilà, d'accord. Et alors ça m'intéressait beaucoup, mais finalement, je sais pas pourquoi, enfin, je me suis pris d'une passion pour la langue chinoise et Et ça j'ai persévéré existait en chinois. et que déjà avant ou c'est apparu quand t'as commencé à devenir adulte, on va dire ça comme ça. Non, non, je pense que j'ai eu un certain intérêt pour l'Asie, et notamment la Chine et le Japon, Oui. pas du tout pour le Vietnam, pas du tout pour les autres petits pays. Mhm. Vers, je devais avoir 14 ans.
Ah oui, ça a commencé assez tôt, du Mais coup. moi, j'avais pas un attrait. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup surpris quand j'étais en fac de japonais, c'était que tout le monde était là pour les jeux vidéo, les mangas. Et moi, j'étais le seul qui était là pour lire des textes constitutionnels, pour travailler sur T'intéresser à la tradition vraiment de ces civilisations. comprendre ce qui s'était passé historiquement, Bien sociologiquement sûr, ouais. dans ce pays. Mais j'avais pas de. Enfin, moi, je suis pas un lecteur de manga. J'ai vu quelques dessins animés. Enfin, c'est- c'était pas du tout ça qui me motivait mon. Et qu'est-ce qui t'a attiré à la base vers ces civilisations? Quand tu étais encore adolescent, justement. Qu'est-ce qui t'a mené à apprécier plus ces civilisations que d'autres? Je pense que c'est l'ordre et l'harmonie. Hmm, Je pense que c'est l'ordre et l'harmonie. Et intéressant. le fait que ça soit fonctionnel. Alors du coup, quand je suis rentré à la fac, alors pas la première année, mais j'ai commencé à me dire, il faut que je lise tous les textes. Donc je faisais ça par année. Genre la première année, j'ai lu tous les textes grecs, parce que je m'intéressais aussi à l'Antiquité gréco-romaine, mais plutôt grecque, hein, notamment Ouais, les guerres du Péloponnèse, le 5e siècle tout avant à fait. Jésus-Christ. J'ai commencé à essayer de lire tous les textes religieux également. J'ai commencé à essayer de lire tous les textes philosophiques antiques chinois. Donc tout ce qui touchait au confucianisme, au taoïsme, Mhm. au, au légisme, qui est moins connu aussi, au bouddhisme dans une moindre mesure, mais ça revenait un peu aux textes religieux, puis les textes bouddhistes. Tout à fait, ouais. C'est chiant comme la C'est pluie. compliqué. Oh là là là. Ça dépend lesquels, mais Je sais pas c'est si c'est compliqué. mal traduit, mais alors Mais c'est un peu comme les traductions c'est pas violent. islamiques, puisque c'est des tournures de phrases très particulières, et Oui, en français c'est ça rend mal. une purge à lire. Ouais, ça rend très mal en Ça rend français. très Ouais. mal, ouais. Mm. Ça fait trop compliqué alors Peut-être qu'on apprécierait plus ces textes si on les lisait dans leur langue que je pense aussi. initiale. Mais Je pense aussi. en tout cas, voilà, et je me suis un peu détaché du japonais à la fois parce que la langue m'intéressait moins structurellement. Je pense que l'environnement aussi universitaire avec les profs que j'avais et les collègues de classe que j'avais, qui étaient vraiment des gamins, j'ai trouvé puéril. Mhm. Enfin, je me rappelle quand moi, la prof d'histoire, elle a demandé les listes d'exposés, que tout le monde voulait faire des exposés sur les mangas, les jeux vidéo, la firme Ouais, la Sony. culture populaire en Donc fait. moi je suis arrivé, je voudrais faire une étude de l'institution impériale de la restauration Meiji Hmm. à la constitution de 45. J'imagine que ça dénotait pas mal avec le Ah reste. bah, la prof a été là, oui, comme vous faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où c'est pas les mangas, c'est pas Ouais, ça, ouais, ouais. je prends. Après, la culture populaire contemporaine est intéressante, mais quand Bien c'est sûr, en bien fond. sûr. Bien sûr, Ouais. mais on peut pas faire que ça non plus. Non, Et bien puis sûr. résumer le Japon à la culture manga et aux jeux vidéo, ça me semble quand même être hautement réducteur. Je C'est un suis peu comme d'accord, si on ouais. réduisait la culture française au pinard et au saucisson. Enfin, Ce qui se fait beaucoup. Donc, c'est on faux. peut imaginer les réactions des Japonais vis-à-vis de Faut ça. pas déconner, Hmm. ouais. Et donc du coup, je me suis intéressé beaucoup à ce qui se faisait donc dans les anciennes pensées traditionnelles chinoises, notamment le confucianisme. Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, les plus grands textes confucianistes ne sont pas de Confucius, et comme les plus grands textes pardon, taoïstes ne sont pas de De Lao Lao Tzu, Tzu, oui, bien sûr. c'est d'autres auteurs qu'il faut lire après. Et puis c'est assez poreux parce que si on prend un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Xunzi, qui est classé dans les confucianistes, Mhm. post-Confucius, il était disciple de Ranfei qui lui-même était légiste à tendance taoïste. Donc c'est extrêmement poreux et c'est très dur quand même de mettre des boîtes sur tous ces gens-là. Donc déjà, à l'époque, tu avais horreur de la vulgarisation et des raccourcis qu'on peut trouver généralement dans ce genre de choses. Si une vulgarisation est bien faite et qu'elle me permet dans un premier temps de m'intéresser à un sujet et dans un deuxième temps peut-être d'aller vers des textes plus scientifiques, plus concrets, plus pointus, plus poussés, pourquoi pas? Ce qui est dangereux, c'est la vulgarisation qui dénature complètement Hmm, le propos et qui induit en fait en erreur la personne qui reçoit cette vulgarisation. Puisque absolument. finalement, elle va vers des raccourcis qui sont infondés et Un ça peut être un danger, problème. bien sûr. Oui, oui. Et donc, après, même pendant, tu as été à l'INALCO. J'ai été à l'INALCO après Bordeaux, oui, parce que je pensais que ça allait être mieux. On m'avait vendu cette espèce d'école privée à statut, enfin d'école supérieure à statut Ce d'université, qui se fait encore aujourd'hui voilà, d'ailleurs. plus grand centre d'enseignement des langues dans le monde, etc., les plus grands profs. Ah, je me dis, ça doit être génial, etc. J'y suis allé et j'ai terriblement regretté, puisqu'en fait, Mhm. ce qui fait les bons élèves à l'INALCO, c'est les élèves eux-mêmes, et les profs, ce sont des vendeurs de livres, et des gens qui travaillent plus leur réputation sociale dans les médias. Parce que, par exemple, j'ai eu en cours de philosophie chinoise l'interprète personnel de Jacques Chirac. Mhm.
qui s'appelle Madame Anne Chung, qui est la fille de François Chung, qui était académicien. Voilà, c'est des ponts, c'est du gratin, ils sont là pour vendre leurs livres. Alors je dis pas qu'ils sont tous mauvais, hein, il y a quand même des profs qui travaillent, etc. Mais dans l'ensemble, je pense que pour l'apprentissage des langues, il faut éviter les grosses structures et plutôt aller vers les petits centres universitaires provinciaux. Privilégier plutôt La la proximité, c'est ça, le nombre limité d'étudiants. voilà, un cadre d'études confortable. Ouais, Et ouais, peut-être des professeurs un peu moins réputés, mais plus à même de ouais, transmettre un enseignement que quelque chose de prestigieux, mais d'un peu surfait, ouais, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Hmm. Et du coup, après, bah, je suis resté, du coup, je me suis retrouvé à Paris, je suis resté à Paris, puis j'ai commencé à travailler à Paris. Mhm. Donc j'ai arrêté tout ce qui était en lien avec le chinois pendant plusieurs années. J'ai travaillé en restauration, puis j'ai travaillé en secrétariat médical surtout. D'accord. Et voilà, et après, bah, après en 2007, je suis parti en Chine. Grande aventure. Mm. Et là, quand je suis parti en Chine, j'étais déjà royaliste. Ah d'accord, Moi, ça cheminement, empiète un ouais. peu sur la question d'après, mais c'est intéressant. Je reviens un peu en arrière parce que, Bien sûr. en fait, à l'université, j'ai commencé à me questionner beaucoup sur le vote, sur le système politique. Naturellement, je me sentais, comment dire, bienveillant et assez proche de certaines idées communistes, mais j'étais pas Mhm. communiste. Et alors du coup, j'avais un collègue en chinois avec moi à Bordeaux, qui lui aussi a eu, je pense, a eu la même trajectoire de vie que moi. Ils ont eu le même questionnement que moi au même moment. Et on discutait, on passait des soirées à discuter, à hésiter entre l'anarchisme, Mhm. et là encore, il faudrait définir sa forme, puisque Bien sûr, bien sûr. entre Kropotkin, Proudhon, ou l'anarcho-syndicalisme, ou le Tout libertarianisme à fait. Il y a même un de certain droite. anarchisme de droite. Voilà, le Voilà. libertarianisme. On a du Céline, on a du Ouais, Jules ouais, Evola, ouais. Et entre autres, puis, hein, puis mais même Proudhon, peut-on vraiment dire que Proudhon est un de peu gauche? ambigu. Il est Oui. ambigu, Proudhon. D'ailleurs, c'est plutôt dans cet anarchisme que je me Une reconnaissais le certaine plus. vision de la liberté Ouais, ouais, ouais. sans être Sans être dans le chaos. dans Et le chaos, exactement. et Ouais. toujours, parce que cette notion d'ordre et d'harmonie, moi, me Hmm. tient à cœur depuis Tout longtemps. à fait, je comprends totalement. Et l'autre alternative qu'on mettait, c'était une dictature éclairée. Beaucoup pensent à ça, hein, Voilà. beaucoup pensent à ça. Et on était là, liberté, dictature éclairée, enfin, anarchisme, comment on articule tout ça? Comment on compose? Voilà, Mhm. et finalement ça revient à l'anarchie plus un, hein, et naturellement on finit par... Alors il faut savoir que j'avais quand même très vite été très fâché avec la République. Je n'aimais pas la République. Mhm. Je n'aimais pas l'universalisme et c'est vraiment ça qui a conduit à ma détestation de la République. C'est la détestation de l'universalisme. Comme tu as répondu à la question suivante par toi-même, j'étais certain que ça arriverait, mais comment est-ce que tu es devenu royaliste? Je vais enchaîner tout de suite sur l'autre. Et je pense que ton voyage en Chine, on en reparlera après. Hmm, Mais je tenais à ce qu'en début, on sache quel était ton parcours, parce que, bah oui, hmm, Mardonu, c'est un peu sur le cercle Richelieu, notre linguiste, mais par la même idée, notre spécialiste de la Chine. Et je voulais que ça se sache avant ouais. de passer à la question vraiment du royalisme et autres, parce que je pense que c'est très important d'avoir ça en tête et pas de le découvrir après. Mais maintenant qu'on a posé tout ça, donc voilà, le voyage en Chine, on y reviendra après. Ça serait très intéressant d'en parler, mais un Hmm. peu plus tard. Et je pense que la question suivante est absolument parfaite pour enchaîner sur ce que tu viens de dire. Quelle est, toi, ta vision du royalisme? Alors, ma vision du royalisme, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a tous des visions plus ou Absolument. moins personnelles. Moi, je vois je vois le roi non pas comme un décideur, mais je vois le roi comme un arbitre. Comme un arbitre. Voilà, pour moi, en fait, les libertés doivent être en bas, Mhm. le législatif est en bas, et se construit et se tisse pour converger vers la figure pérenne du roi, qui arbitre et décide en cas de comment dire, de désaccord. Bah, c'est un arbitre, quoi. Hmm. C'est pas un décideur. Il est là pour chapeauter et pour vérifier que tout fonctionne. Comme un gardien, en fait. Oui, c'est un garde-fou. Un garde-fou. Ouais. Je suis contre le parlementarisme au niveau national. Pour moi, le parlementarisme ne peut exister qu'au niveau local, parce que je pense que toute personne qui participe à des prises de décision
se doit d'être lié aux conséquences de ses décisions. Mhm. J'aime bien prendre l'exemple, si tu votes dans un conseil local pour ce qui va se passer dans les écoles, c'est que tes gamins sont dans l'école. Oui, que tu Mais sois impliqué dans ce que tu choisis en voilà, il fait. faut que ton destin soit lié à la prise de décision. Plutôt, c'est pas moi qui habite à Rouen qui vais commencer à dire aux Marseillais ce qu'ils doivent faire chez eux. Tout à fait, oui. Et ça me semble très important. Tiens, Merci. ça me semble très important. Et donc du coup, moi je vois bien du parlementarisme à une échelle locale. Je suis contre la centralisation, bien sûr, hein. Je suis pour décentraliser au maximum les choses. Et c'est pour ça aussi que je suis anti-européen, puisque c'est une centralisation encore un niveau au-dessus. Tout à fait, oui. Donc ça ne passera pas par moi. Et ce qui explique aussi pourquoi je suis adhérent à l'UPR depuis très longtemps. Mhm. Alors que généralement je ne vote pas, mais je vote forcément pour le Frexit si je peux voter pour lui. Totalement, oui, je comprends. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà comment je vois ça. J'ai pas d'idée complètement arrêtée sur la notion d'aristocratie. Je n'arrive pas à savoir si je suis pour ou contre. Encore en questionnement, du coup. Ouais, et j'ai quand même un problème avec la notion d'aristocratie héréditaire. Mhm. Est-ce que Euh, ça s'étend à la notion du roi, enfin, non, la famille non, non, royale? non, non, non. D'accord, Non, ça on touche pas. Ça c'est héréditaire, ça touche pas. d'accord. Parce qu'il faut une figure pérenne. Mhm. Il faut quelque chose de périn. De pérenne d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je me suis là. Ça arrive. Donc ça non, le roi, la lignée royale, elle est héréditaire par Hmm. définition. C'est plutôt pour les autres. Alors, est-ce qu'on peut faire une aristocratie de mérite par concours, un peu sur le modèle des mandarins? Les lettrés, c'est ça? Oui, des Oui. choses comme ça. Mhm. Est-ce que ça serait pertinent pour la France? Je ne suis pas sûr. Donc du coup, la transposition d'un modèle à l'autre, je me méfie toujours de, ah, en Suède ils font ça, il faudrait qu'on fasse pareil. Transposer un modèle social d'une culture à l'autre, c'est pas forcément pertinent selon moi. Tout à fait, surtout qu'il n'y a pas une culture française, mais des cultures françaises, même si elles s'amenuisent un petit peu. Ouais. Donc je me méfie un peu de ces calques que l'on veut transposer. Mhm. Donc là, je ne sais pas. À ce niveau-là, je ne suis pas encore très sûr de moi. Et le dernier élément, je pense, pour définir la royauté, je Mhm. pense, c'est la notion de catholicisme, puisqu'on peut très difficilement parler de royauté française sans parler de catholicisme. On y reviendra après si tu permets, Ok. parce que c'est justement, il y aura une question là-dessus, qui est juste après, hein. Ma enfin, pour aller plus au fond dans cette question du royalisme selon toi, je commencerai par te demander ce que tu penses du royalisme en tant qu'art de vie, et je m'explique. Est-ce que pour toi, ça doit être un véritable combat politique, ou est-ce que c'est davantage peut-être une posture artistico-romantique, parce que c'est ce qui est beaucoup reproché aux royalistes, justement, de rester dans une posture un peu romantique comme ça, et de ne pas s'impliquer forcément dans la Ouais. politique. Alors bon, on ne peut pas reprocher aux royalistes, je pense, de ne pas être impliqués plus dans la politique, puisqu'on est en République. Et forcément, les choix politiques ou les leviers politiques dont dispose un royaliste sont des leviers républicains, Mhm. et la République fait tout pour s'auto-entretenir. Et pour englober un peu tout le monde dans le même prisme, Mm. et faire penser les gens selon un prisme qui est imposé. Donc après, que les royalistes aient plutôt choisi une forme de combat qui n'est pas un combat politique, mais plutôt oui, ce que certains appellent la contre-société en fait, c'est-à-dire Un art de vivre. un art de vivre, une Hmm. façon de vivre selon des principes, selon certaines modalités, et puis d'en faire un exemple et de laisser certaines autres personnes être séduites par cet art de vivre. Donner l'exemple en fait. Oui, 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 mais de toute façon, moi je crois beaucoup comment dire, au gouvernement par l'exemple. Mhm. Enfin, tu ne demandes pas, enfin, tu ne prônes pas quelque chose à quelqu'un que tu ne t'appliques pas à toi-même en premier. Ça me semble aller de soi. Tout à fait. Ça me semble aller. Enfin, Tout à fait. Bah, du coup, on peut passer à ce que tu avais commencé à aborder, à esquisser tout à l'heure. C'est quelle est ta vision alors, je pense qu'on peut imaginer que ce soit en soi et vis-à-vis du royalisme, ouais. de la spiritualité, et dans une certaine mesure de la religion, parce que les deux ne sont pas exactement la même chose. Donc, je te laisse gérer comme Alors, tu veux sur cette question. moi, comme tu as pu remarquer, il y a des crucifix chez moi, il y a des chapelets, notamment qui Mhm. viennent de Rome et qui ont été bénis par le pape. Alors, du coup, je suis pas tellement sûr avec le pape qu'on a. Grande question, beaucoup hein, ne sont pas Une sûrs. gage de qualité, mais bon, c'est ma soeur qui a fait son pèlerinage à Rome et qui m'a ramené ça.
Non, ça c'est la croix de baptême. C'est ma croix de Hmm. baptême, ça. Tu es d'une Donc, famille catholique, du coup. je suis une famille d'athées. Mhm. Mon père est athée, anti-religion. Ma mère, elle est encore plus con qu'athée. Elle est déiste. Ça va Euh, peut-être bien que tu définisses ce que c'est, hein. c'est, je sais même pas comment le définir selon ma mère. Euh, Elle aime pas la religion, elle aime pas la spiritualité, mais il y a plein de trucs qu'on peut pas expliquer et qui sont au-dessus de nous. D'accord. Donc je sais pas comment elle arrive à Très articuler. abstrait, du coup. Je sais pas comment elle arrive à articuler tout ça Ouais, intellectuellement. je comprends. C'est et du coup alors moi je suis comment dire. Je suis donc quand j'étais petit j'ai demandé à mes parents de faire du catéchisme et mes parents ont refusé parce qu'ils étaient anti-religieux. C'est intéressant. Comment ça se fait que tu voulais faire Je du sais pas, je voulais catéchisme? savoir. En fait, Mhm. comme moi j'étais curieux de tout, on m'offrait des livres sur les champignons parce que je voulais connaître tous les champignons, on m'offrait des livres sur les fleurs parce que je voulais connaître le nom des fleurs. Donc déjà, ce désir d'exhaustivité, Oui, et puis bah ouais, voilà, il y avait des gens dans mon école primaire qui me disaient qu'ils allaient prendre des cours et qu'on leur expliquait la Bible, la religion, etc. Donc je fais ah mince, bah, j'aimerais bien connaître. Et finalement, quand ma petite sœur est née, mes parents ont décidé de nous baptiser tous les deux. mhm, Donc j'ai été baptisé le même jour que ma petite sœur. Donc elle avait quoi? Elle avait quelques mois et moi j'avais 7 ans. Et on a eu des parrains, des marraines, mais bon, en plus, pas avec la fonction parrain-marraine telle que. Enfin, que si, parce que ma marraine, en fait, ma marraine est allemande et elle était secrétaire à l'évêché de Aix-la-Chapelle. d'accord. Donc même en étant dans une famille d'athées, en fait, tu avais vraiment un certain lien Ma avec... marraine est catholique. D'accord. Parce que tu Euh, abordais ta sœur aussi, qui est... alors, ma sœur, elle aussi, elle est plus, mais je sais pas, elle aussi, je crois ma mère a déteint un peu sur elle, donc elle mélange un peu tout, en fait, entre une sorte de syncrétisme. ouais, une sorte Hmm. de syncrétisme. Du coup, donc moi, je sais que j'ai reçu en tout cas une éducation chrétienne, parce que c'est très drôle, même quand tu as des parents qui se revendiquent athées, Mhm. ils te communiquent des valeurs et des enseignements Bien sûr. qui sont ancrés profondément dans le christianisme, et notamment, C'est notre voilà. civilisation, donc évidemment, Euh, on a ça. enfin, Même les concepts, je me permets d'intervenir parce que je trouve ça intéressant, mais même les concepts soi-disant universalistes et républicains viennent, même si c'est dévié en fait, la oui, façon de penser actuelle dérive du catholicisme et que ce soit oui, les oui, éléments bons ou mauvais qu'on a dans nos sociétés actuellement, ça vient du catholicisme. On est catholique, même si on n'est pas oui, qu'on le veuille pratiquant, ou non. par culture, oui, Ouais. tout à fait. Et des concepts qu'on juge normaux ne sont pas forcément Oui, normaux puis pour d'autres parce que c'est pas la... même dans nos pratiques, même les plus anecdotiques, on fait des trucs sans s'en rendre compte, mais Mhm. je sais pas, tu tires une galette des rois et tu mets une part du pauvre. C'est la charité. C'est la charité, Ouais, c'est catholique, et c'est un truc que beaucoup de familles continuent de faire, même sans savoir, et sans y voir un truc, sans y voir un principe religieux ou un rite associé à une religion. C'est une pratique culturelle. tout à fait. Mais bon, après, c'est sûr que pour les religions, mais peut-être qu'on en parlera, mais on sait très bien que dans la religion, il y a la liturgie, il y a la culture, et que parfois c'est poreux, et qu'il y a des choses qui se mélangent, et Bien sûr, oui. qu'on a tendance à transférer des éléments liturgiques à la culture et des éléments culturels à la liturgie. Et ce qui peut. Enfin bref, bon, j'avais quand même une marraine catholique, Mhm. mais elle était allemande. Moi, j'allais pas en Allemagne souvent, mais quand j'allais en Allemagne, c'est très drôle. Je passais beaucoup de temps à l'église avec ma marraine parce qu'elle s'occupait de l'église, mais je passais pas du temps à l'église dans les messes. Je passais du temps avec ma marraine à nettoyer l'église, à remettre les bougies pour que les fidèles puissent venir prier. Et surtout, on faisait un truc, c'est que on allait acheter des fleurs avec le tronc commun de l'église. Et on allait acheter des fleurs et fleurir toutes les tombes de gens qui n'avaient plus de famille et nettoyer toutes les tombes. Et tous les week-ends, on allait nettoyer les tombes et fleurir les tombes des gens qui n'avaient plus de famille et donc les tombes qui n'étaient pas visitées. Donc c'était le côté communautaire qui te plaisait Ouais, aussi. et moi ça j'ai beaucoup aimé parce que je Hmm. trouvais, bah, c'est bête hein, comme travail, mais et donc j'ai nettoyé des tombes de personnes âgées allemandes que je ne connaissais pas, mais qui n'avaient pas de famille et j'étais très content de faire ça. Hmm. Très Euh, intéressant. et je me sentais, et alors, ouais, encore une fois, cette notion d'harmonie et d'ordre, Oui, bien sûr. je me sentais intégré à une communauté, j'avais l'impression d'avoir ma place, ma fonction, même aussi humble fut-elle, parce que je n'avais que 13 ans, Mhm. mais je participais à la vie de la communauté. Très intéressant. Et d'un point de vue spirituel, parce qu'avec le voyage en Chine aussi, tu as été confronté d'autres traditions, d'autres civilisations.
Qu'est-ce que tu as dégagé de tout ça et peut-être pour terminer sur la question aussi, qu'est-ce que tu as pu faire comme lien entre tout ça, tout cet univers finalement, et le royalisme? Alors, donc, ouais, bah, donc du coup, je vais expliquer que pour moi, faut que la royauté soit catholique. Mhm, Et justement, par comparaison à la Chine, parce qu'un truc qui m'a vraiment marqué en Chine, c'est que la Chine, c'est vraiment un des pays les plus athées du monde, qui a été mhm, complètement démystifié d'un point de vue religieux. Et pourtant, il n'y a pas de chute de la morale mhm. en Chine ou de la cohésion sociale, parce que, en fait, curieusement, en Asie, notamment en Chine, la morale ou les valeurs morales ne sont pas portées par la religion, mais elles sont portées par le confucianisme et par l'ordre social. Qui est plus Voilà. une tradition morale justement intellectuelle Oui, et rituelle. oui, c'est très ritualisé, hein. De Mhm, toute façon, les rites sont au centre du confucianisme. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Chine peut perdre sa religion sans qu'il y ait de chute des valeurs morales, alors que pour l'Occident, eh ben, j'en suis bien moins sûr. Je me permets de donner ma pensée là-dessus. Je pense que Hein. c'est parce que en Orient, enfin, que ce soit l'hindouisme, le taoïsme, la tradition japonaise du Shinto avec le bouddhisme aussi, il y a une séparation stricte entre le spirituel et le temporel. Et donc Mhm. tout ce qui est moral et rituel quotidien, qui est séparé des conceptions peut-être métaphysiques que Oui, spirituelles. Dans l'islam, c'est un peu moins visible, mais il y a il y a ça, aussi puisque ça. l'islam peut être un peu vu comme un entre-deux. Et par contre, effectivement, dans la civilisation occidentale, c'est mélangé, et donc Ah, puis c'est interpénétré, quoi. totalement, c'est interpénétré, ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis que si on peut considérer que nous assistons en France ou dans d'autres pays occidentaux à une certaine crise de la morale, Mhm, euh, la morale a toujours besoin d'un support pour être véhiculée. tout à fait. Et on le voit Et, très bien avec la République d'ailleurs. oui, et donc la morale a besoin de s'ancrer dans quelque chose. Et en Mhm, Occident, et notamment en France, parce que c'est quand même surtout la France qui m'intéresse, eh ben, c'est le catholicisme. Ou à minima le christianisme. mhm, À minima le christianisme. Alors après, je me considère comme... je vais me considérer comme athée parce que je ne suis pas pratiquant. mhm. Je n'arrive pas à dire que j'ai la foi parce que ce serait mentir. Est-ce que j'ai pas un appel de la foi? Si, je l'ai eu en plus, puisque quand je suis rentré de Chine, j'ai hésité à rentrer en séminaire. Intéressant. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai rencontré ma femme, qui est là et qui fait bonjour. Et probablement que si je n'avais pas rencontré une femme, j'aurais essayé de faire un séminaire. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de questionnements comme ça chez la part des royalistes en général, les gens qui, devant une crise comme ça, envisagent d'entrer dans les ordres. Mais parce qu'en fait, je quittais l'enseignement et que, encore une fois, toujours sous cette notion d'harmonie et d'ordre, et de trouver ma place dans ce monde et ma fonction dans cette Mhm. communauté. J'ai été enseignant pendant longtemps, donc ma fonction c'était justement de participer à la construction de jeunes personnes pour qu'ils réussissent leur vie et qu'ils s'intègrent le mieux à la société et qu'ils portent des valeurs et qu'ils portent une certaine Absolument, morale. ouais. Non pas que je voulais les façonner à mon image, mais je voulais leur donner matière à pouvoir se construire. Et en revenant de Chine, je me suis dit, tiens, je vais quitter l'enseignement, donc que dois-je faire? Je n'avais pas d'appel du spirituel, mais j'avais Hmm. un appel de la fonction sacerdotale d'utilité. C'est très intéressant et justement la question qui va venir un peu plus tard est complètement là-dedans. J'annonce un petit peu la couleur parce que ça fait des liens avec pas mal de choses, c'est vraiment bien. Puisqu'on a, ça concerne les fonctions justement dans la société. Et on peut lier ça, je pense, à ce que les anciens appelaient les oratores. Oui, Mais on y reviendra après. J'ai une dernière question sur le royalisme, selon toi. oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bon. Qu'est-ce que tu désapprouves dans le royalisme? Et là, c'est peut-être moins ton royalisme, mais le royalisme que tu as pu observer. Alors, généralement, ce que je désapprouve, ce que je pourrais désapprouver dans le royalisme, ce serait un royalisme trop passéiste, Mhm, qui confondrait tradition et figement. mhm, Si on s'accorde pour dire que la tradition est surtout une dynamique et un moteur qui va prendre des formes différentes et enfin, qui ne se fiche pas dans ce qui a été fait avant, mais qui a la capacité à créer du nouveau, justement, toujours en gardant cette espèce d'invariant traditionnel de force vive et de force constructrice de la culture. Donc ça, c'est une des choses que j'aime pas, le passéisme.
Ouais. C'est ridicule. La royauté aussi, il y a royauté au XXIe siècle, ça ne peut pas être une royauté du XVIIe ni du XVe. Mhm. Ça sera une royauté du XXIe. Ce qui me fait peur chez certains royalistes, c'est le côté très finalement capitaliste, libéral. Les concessions qui sont faites aux autres mouvements dits de droite, peut-être. Ouais, qui me semble, oui, du style de Lesquin ou ce genre Ouais, de. totalement racialiste un petit peu. Alors voilà, je n'aime pas les racialistes, Mhm. je n'aime pas toute forme de discrimination, de toute façon, comme je disais par rapport à l'homosexualité, mais c'est pas votre plumard, vous n'avez pas autre chose à faire dans la vie que d'aller regarder ce qui se Ouais. passe dans le plumard des autres. Très 19e, ça d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est de toute façon que ça soit du brassage culturel comme des mariages mixtes, il y en aura toujours à la marge, mais il y en aura. Enfin, on pourra jamais reprocher à des gens qui habitent près de la frontière allemande qu'il y ait des couples qui se forment de type franco-allemand. Ouais. Même chose au niveau de l'Espagne, de De l'Italie, l'Italie. bien sûr, Et oui. puis il y a des gens qui ont dans leur vie des fonctions qui les amènent à s'extraterritorialiser, Mhm. comme bah, je sais pas, des diplomates, des ambassadeurs, des Tout professeurs. à fait. Et puis Euh, c'était ton cas aussi. voilà, et puis qui peuvent très bien bah, tomber amoureux d'une personne là-bas, soit du pays local, soit même d'un autre pays qui elle-même, parce qu'elle-même elle est aussi enfin, moi Mhm. j'ai connu des couples mixtes en Chine, qui étaient, j'ai conduit un Congolais américain, russo-gabonais, alors bien sûr franco-chinois il y en avait, parce que ça c'est classique en Chine, un Bien Français sûr, en oui. Chine, voilà. Mais il y avait plein de couples mixtes qui se créaient comme ça, enfin, ce sont des trajectoires de vie, et cela on pourra. Et c'est des exceptions en plus en Voilà, on ne peut pas général. dire il faut pas ou il faut, ça n'a pas de sens. Il y a Mhm. forcément des comportements à la marge. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il reste à la marge. Oui. Il faut qu'il reste à la marge. On n'en fait pas des modes de vie. On n'a pas à prôner cette façon de vivre. Mhm. Foutez la. Bon, ça c'est peut-être mon côté anarchiste, mais foutez la paix aux gens. Foutez la paix Ouais, aux bien gens. non, mais je comprends totalement. Foutez la paix aux gens. Je comprends totalement. À partir du moment où ils remplissent leur fonction sociale et qu'ils ne nuisent pas à la cohésion du corps social, foutez-leur la paix. Mhm. Donc voilà, je n'aime pas les racialistes. Ça, c'est vraiment tout ce qui est racialisme identitaire me fait peur même. Mhm. C'est vraiment pas vers ce genre de royalisme que je voudrais qu'on aille. D'ailleurs, ça me rassure un peu au cercle parce que quand on voit quand même au cercle, les gens sont pas des identitaires. Et puis il y a pas mal de gens issus de l'immigration aussi. Il y a pas mal de gens issus de l'immigration. Il y a des Plus ou trajectoires de moins vie, lointaines d'ailleurs. oui, trajectoires de vie très intéressantes, ou même des ultramarins. Mhm. Bien sûr, il y en a, oui, tout à fait. Donc ça, c'est, je pense que sur le cercle, on a quand même des royalistes. Alors, je vais pas dire des royalistes de gauche parce que je vais me faire me prendre des tomates. Des royalistes sociaux peut-être. Peut-être, ouais. Mhm. Plus sociaux, mais du coup, je pense qu'ils savent relativiser, qu'ils savent apprécier la diversité et la reconnaître. Oui. Mais pas en la prônant, en faisant un mode de vie. Mais la diversité est là. Et là, je parle déjà de la diversité qui est présente sur le territoire français. Et le territoire français, ça inclut évidemment les territoires d'outre-mer. Bien sûr, oui. Comme ça, moi, je ne fais pas de différence entre la métropole et l'outre-mer. Faut être cohérent. C'est la France, c'est pas la France. Mhm. C'est- On est d'accord. hein, que ce soit la Bretagne, Pays Basque, la Corse, l'Alsace, hein, qui ont vraiment en plus des langues qui ne sont pas des variantes du français, qui sont vraiment des langues différentes. Justement, ça amène à la sous-question, en tant que linguiste, bah, tu l'as abordé brièvement tout à l'heure, que tu n'étais pas fan de l'universalisme, et peut-être effectivement que tu pourrais dire un mot en soi et aussi vis-à-vis de ton travail sur la linguistique, parce que j'ai cru comprendre que c'est quelque chose que tu n'aimes pas aussi, l'universalisme et son bras armé, le centralisme. Oui, et puis son bras armé, l'éducation nationale. Le bras armé du bras armé. Ouais, c'est-à-dire que, bon, déjà en France, on vit dans le mythe du monolingue. Et on pense que. Enfin, en France, on a un gros problème, c'est qu'on a une équation qui est bancale. On se dit c'est une nation égale une langue égale une culture, égale une identité. Et qu'à Mhm. partir du moment où il y a quelqu'un qui n'est pas dans cette équation-là, c'est un sécessionniste, c'est un rebelle, c'est un anti-républicain, etc. C'est un peu hérité de la Révolution Oui, française oui, en oui. plus, hein. Alors que bon, on voit bien chez les royalistes, du coup, on est quand même beaucoup plus compréhensif. On sait très bien qu'il y a des langues régionales et qu'une majorité de personnes est amenée à être bilingue, c'est-à-dire à parler à la fois sa langue régionale bah, dans sa région et dans sa ville, et puis à parler une forme de la langue nationale pour lui permettre de communiquer à l'extérieur de son environnement d'enracinement, Mhm. puisque l'enracinement est quand même important aussi. Tout à fait. Même si certains comme moi je suis plutôt un nomade, du coup, Il en faut. il en faut, j'ai ma fonction. Il en faut, voilà. Après, je ne souhaite pas à tout le monde de vivre comme moi, et d'ailleurs, je ne pense pas que ça soit sain pour tout le monde de vivre comme moi j'ai vécu, et probablement je vais revivre plus tard.
Mais voilà, donc moi je suis, enfin voilà, la diversité, la variation. La France est un territoire d'une richesse culturelle, linguistique. Et là, je parle pas des langues extraterritoriales, donc ramenées, exogènes, Oui. comme l'arabe ou des choses comme ça. Et même un jour, il va falloir se poser la question, est-ce que l'arabe va pas finir par devenir une langue territorialisée? Hmm. La question se posera un jour, peut-être pas encore, mais elle se posera un jour. Au-delà de Elle ce se qu'on peut, posera un de ce jour, qu'on ouais. peut en penser, pragmatiquement, tu veux dire, de manière Oui, oui, oui. pragmatique, ouais. Scientifiquement même, Ouais, ouais. sociolinguistiquement, on va se poser la question. Hmm. Au même titre que l'anglais, peut-être à un moment, enfin, Oui, oui, c'est des grandes c'est, questions, ça. donc tout ça, etc. Effectivement, oui, je ne supporte pas le centralisme. Et puis ça, c'est vraiment le républicain. Puis bon, voilà, moi, je prône, je suis relativiste. Mhm. Et je suis jamais, enfin, j'essaie, parce que comme tout le monde, j'ai mes biais et j'ai mes écarts, mais j'essaie de ne jamais être péremptoire et de jamais dire ceci c'est comme ça ou ceci c'est comme ça. À chaque fois, je fais oulala, attendez, ouf. Ça dépend. Essayons de comprendre quels sont tous les facteurs à l'œuvre dans le processus. Et c'est vrai que souvent, j'ai plus des questionnements que des réponses. En fait, je suis plus capable d'apporter des Hmm. méthodologies de questionnement que des réponses déjà toutes tranchées, puisque je les ai pas forcément. Selon toi, dans une perspective royaliste, mais pas forcément que royaliste en général, quelle est la place que tu aimerais occuper dans la société? Et, par ce biais, euh, qu'est-ce que seraient tes actions, ou quelles que sont déjà tes actions dans ce sens-là? Alors moi, je pense que bon, j'ai envie de dire que la place qu'il faudrait que j'occupe, ça soit une place dans laquelle je suis bon. Mhm. Et je suis pas bon dans tout. Et il y a des choses pour lesquelles je suis bien meilleur. Notamment, je pense, c'est vrai qu'en matière d'éducation, je suis bon. Enfin, je suis un prof qui a toujours obtenu des résultats, qui arrive à développer la confiance en soi de ses élèves et qui, même en prenant des élèves qui sont considérés comme mauvais ou moins bons, j'arrive à les remonter au niveau de ceux qui sont considérés comme normaux parce que je sais adapter mes façons de travailler et je suis aussi beaucoup dans des postures de médiateur. Je suis un très bon médiateur justement, limiter les conflits et permettre à chacun de relativiser sa propre position et d'essayer de mieux comprendre la position de l'autre Hmm. de construire des positions communes. Parce que Mhm. c'est un vrai travail dans les débats, c'est vraiment quelque chose qui me gêne aujourd'hui dans les débats. Les débats sont devenus des pures confrontations de positions, alors que le but du débat, c'est d'arrêter de se battre. Hein, c'est un peu, si on De prend trouver un consensus. débattre, arrêter de battre. Hmm, intéressant, ouais. C'est vraiment Euh, le sens originel du mot débat? faudrait aller chercher. Mhm. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans un débat, c'est justement permettre à des gens qui peuvent avoir des positions initiales différentes, à partir de leurs positions respectives et de leurs connaissances respectives, de leurs croyances respectives, de construire ensemble une position qui pourrait les mettre d'accord tous les deux. D'accord. Alors, Vraiment la pédagogie, voilà, quoi. je ne dis pas qu'en revanche, cette position représenterait le vrai ou le sûr à 100%, mais au moins réapprendre aux gens à dialoguer. Mhm. Aujourd'hui, je pense qu'on ne sait plus dialoguer, on ne sait plus discuter. Une fracture sociale, là aussi. Oui, puis il y a une vraie fracture intellectuelle dans. Il y a encore. Enfin, Il y a des camps. oui, puis si on prend l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et qu'on va chercher des débats télé qu'il y avait dans les années 60 ou 70 à la télévision nationale, on voit des gens qui s'opposent. Enfin, ils ont une forme de débat qui est ultra construite. Bien Ils se sûr. respectent. Ah, je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Regardez, moi, je pense plutôt qu'on pourrait. Voilà. Et l'autre fait, ah, c'est vrai qu'effectivement, Et ça au n'empêche pas qu'il y ait niveau. une certaine violence, des fois, pourtant. Ça peut être mais il y a de la profondeur, Bien sûr, ouais. il y a de l'intensité. Et en fait, on sent qu'il sort quelque chose de ce débat. Hmm. Il sort quelque chose de ce C'est pas débat. un étalage d'arguments complètement Et puis, égocentrique. je pense qu'un bon débat est un débat à l'issue duquel les deux protagonistes, s'il y en a que deux, euh, ont bougé de leur position initiale. Hmm. On a appris quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'on réussit à nuancer même leur propre position, donc en l'affinant, etc. Un débat qui est une pure confrontation, où les deux personnes repartent exactement telles qu'elles sont venues, et où le but c'est de convaincre de l'auditoire, c'est pas un débat, c'est de la joute verbale, et ça me semble, ça me semble contre-productif, ou Hmm. ça ne me semble pas servir les intérêts politiques de gestion du corps social. Ouais. Donc plutôt une place de médiateur, en fait. Ouais, j'aime bien la médiation, et du coup c'est vrai qu'en enseignement on fait beaucoup de médiation, notamment Mhm. pas forcément entre deux élèves, mais entre un élève et la connaissance.
c'est bien ça, c'est intéressant. Et du coup, le rôle d'un prof, au-delà de transmettre de la connaissance, c'est mettre à portée la connaissance et créer le chemin pour l'apprenant qui lui permet d'aller s'approprier cette connaissance lui-même. De toute façon, c'est ton travail aussi de Ouais, t'intéresser à la pédagogie, comment on ouais. enseigne, comment on transmet la connaissance. Oui, Est-ce oui, que plutôt la didactique. plutôt la didactique? La pédagogie vraiment se centre sur la psychologie et l'apprenant, hein, l'élève, Mhm. l'étudiant, alors que la didactique, elle, se centre sur le contenu de l'enseignement. C'est-à-dire, par exemple, si on veut apprendre le français, dans quel ordre on doit apprendre les conjugaisons? Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par de la phonétique? Est-ce qu'on commence par de l'orthographe? Est-ce qu'on commence par des mots? Est-ce qu'on fait les déterminants? Est-ce qu'on fait les verbes en premier? Enfin, Hmm. comment on construit progressivement le savoir? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Et qu'on se pose pas souvent d'ailleurs. Et aussi, un autre aspect que moi j'aime bien bosser, mais je ne suis pas encore calé, mais il faut que je me cale plus dedans, c'est donc tout ce qui relève de la docimologie et de la science des évaluations. Comment on évalue correctement, comment on crée des grilles d'évaluation pertinentes afin de vraiment juger les apprenants sur ce que l'on veut qu'ils sachent faire et donc les Mhm. compétences qu'ils déploient. Donc je pense que oui, moi ma place dans une royauté restaurée, elle ne serait pas forcément différente de celle que devrait être la mienne dans une république en fait. C'est ma fonction, elle est là. Je suis pas un chirurgien, je suis pas un. Si on reprend la division traditionnelle de Bellatores, Oratores Justement, je voulais y et venir sur ça. Laboratores, Même euh, si dans certaines je civilisations, serais ça peut être plutôt, 4. ouais, mais je serais plutôt. Alors, ce serait quoi la quatrième? Bah, et si on prend les hindous par exemple, ou même d'autres civilisations, on a ça chez les japonais. Je suis persuadé qu'on a ça chez les chinois. Euh, bon, c'est vrai que chez les occidentaux, donc ceux qu'on appelle les indo-européens, les ancêtres des occidentaux actuels, c'est plutôt une tripartition. Voilà, comme tu l'as dit, oratores, bellatores, laboratores, mais on avait, qu'on retrouve à l'époque médiévale, hein, mais on avait aussi dans d'autres civilisations une division entre les laboratores il y avait les marchands, ceux Oui, qui disposent de leurs terres et qui travaillent en quelque sorte pour eux-mêmes, ouais, et les serfs, pas donner un sens négatif à ce mot-là, plutôt ceux qui travaillaient ouais. au service d'un seigneur, dans quelque chose de plutôt collectif en fait. Mm. Mais bon, c'est pas si important que ça, parce que, Bon, mais moi, je pense que je tomberais plutôt quand même dans la classe des Oratores, bien sûr, oui. probablement. Bellatores, je suis un non-violent de base, j'aime pas me battre, j'aime pas le conflit à la base. Genre, du coup, Bah, la position de médiateur, de toute façon, c'est complètement c'est- oradores, hein, ça, donc du coup, oui, forcément, je tomberais plutôt dans cette classe-là, Mhm. mais probablement donc pas centré sur la religion, du coup, mais plutôt centré sur le développement individuel et le développement de chaque personne un afin peu, qu'il trouve sa place dans la société. un peu comme la place des lettrés et des confucianistes, Mm. qui s'occupaient pas nécessairement des choses sacrées, mais Oui, oui. qui étaient quand même, on peut les mettre dans les Mais oratores. après, alors moi je pense que je fais partie des gens, je me considère chanceux puisque à 16 ans, à 16 ans, je savais déjà que je voulais enseigner. Hmm. Et à 16 ans, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné en cité, donc moi je viens de cité, et je donnais des cours de mathématiques, des cours d'anglais, des cours de chimie, des cours d'allemand, des cours de latin aux gamins de la cité qui étaient en voie de déscolarisation. Et j'étais payé en goûter, en cornes de gazelle, en tout un tas de trucs que je mangeais pas parce que je mange pas de sucre. Parfois, certains parents me donnaient une pièce de 10 francs. Alors que je venais de passer une après-midi avec leurs gamins. Je construisais des examens du même type qu'ils avaient avec Je me rappelle un gamin, j'ai fait passer de 6 à 14 de moyenne en maths sur un trimestre. La mère, elle était super contente. C'était quasiment bénévole en fait. Oui, c'était quasiment du bénévolat. Hmm. Après, j'ai commencé à donner des cours de français après, français langue étrangère. Quand j'ai commencé à faire mes études de maths, j'ai commencé à donner des cours de français à des Chinois. Et Mhm. donc c'est aussi là aussi ça a commencé à nourrir mon intérêt pour la Chine. J'ai commencé à apprendre le chinois à ce moment-là, mais de façon très sporadique. Et donc oui, D'accord. enfin, en fait, je prends énormément de satisfaction dans l'enseignement. Et de toute façon, qu'il y ait un tableau dans ma salle à manger, hein, puisqu'on est juste à côté, je pense que le nombre de personnes, enfin, je pense que tu n'avais jamais vu une salle à manger comme ça avant. Non, effectivement, c'est assez Une, impressionnant. une table très Très grande, longue ouais. pour 10 personnes, il n'y a pas de canapé, il n'y a pas de télé, et toute la pièce est aménagée autour d'un tableau mural, enfin un tableau blanc de 2,80 m sur 1 m 20. Mhm. Et Avec énormément de stylos, énormément
de feutre pour le tableau, Ouais, des feutres, de marqueurs. des crayons bois, des crayons de couleur, des crayons billes. Là-bas, il y a encore du matériel du type des équerres, des C'est une salle rapporteurs. de cours en fait. C'est une salle de cours. Hmm. Ma salle à manger est une salle de cours, est une salle d'études. Et après, bibliothèque et livres. Donc tu prends très à cœur l'idée d'incarner finalement ce que tu veux être. Mais en fait, je joue même pas de rôle en fait. Bien sûr, C'est-à-dire non, ouais. qu'un canapé dans une salle à manger, ça me les brise. Une télé dans une salle à manger. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai quitté mon foyer familial dès que j'ai pu. C'est-à-dire que la vie sociale de la famille centrée dans un canapé devant une table basse et devant un écran de télé, Ne t'intéresse pas. ah mais non, mais ça passe pas par moi. Hmm. J'ai quitté mon foyer familial en 97, depuis je n'ai jamais eu de télé. Hmm. Alors, c'est pour ça d'ailleurs, anecdote très marrante, quand j'étais à Bordeaux, j'avais été interviewé dans la rue, là, j'ai une espèce de micro-trottoir avec caméra et tout. Oui, bonjour monsieur, je ne sais plus pour quelle télé c'était. Alors à votre avis, qui doit sortir cette semaine? Je fais qui doit sortir de quoi? Alors je sais pas, je dis Marlène ou Robert? Ça, je fais, mais comment ça? Mais il me fait, mais voyons monsieur, vous n'avez pas la télé? Je fais bah non. Non mais sérieusement monsieur, vous n'avez pas la télé? Je fais, non, j'ai pas la télé, non. Mais comment c'est possible de ne pas avoir la télé? Comment c'est possible de l'avoir? Oui, oui. Et en fait, visiblement, c'était une télé-réalité, et puis visiblement, chaque semaine ou chaque mois, je sais pas quoi, il y avait quelqu'un qui était éliminé, et on me demandait mon avis, et je sais même pas pourquoi. Sans même t'introduire le sujet, que ce soit. Mais non, il partait du principe que tout le monde connaît. que tout le monde connaissait. Ouais, Ouais. ouais. Et moi, j'étais là. Ah non mais c'est. Oui, des fois c'est C'était surprenant. Place Gambetta à Bordeaux, je me rappelle. Et puisque tu as donné une anecdote, est-ce que tu as des. Bah, par exemple un souvenir vis-à-vis du royalisme qui t'a marqué particulièrement? Ouais, celui de ma sœur. Ta sœur est royaliste. Ma sœur m'a annoncé qu'elle était royaliste, elle savait pas que je l'étais. Et c'était très marrant, puisque j'ai quand même participé énormément à la construction politique de ma sœur, qui a été très vite. Alors ma sœur a été très vite identitaire, racialiste et nationaliste de type Front National. Est-ce que c'est en réaction à ta famille ou pas Oui, vraiment puis autre bon, chose? on a vécu dans des milieux défavorisés aussi. Hmm. Elle a été emmerdée. En plus, ma sœur, c'était une jolie fille, donc elle se faisait emmerder, etc. Et je lui ai toujours appris à essayer de relativiser, essayer de bien analyser les causes et les conséquences. Et du coup, sa première démarche a été finalement de commencer à se renseigner, parce qu'en plus, elle a fait du droit, elle a beaucoup fait de droit. Et donc, elle s'est renseignée sur l'Union européenne, donc elle a commencé à voter UPR. Mhm. Et elle s'est rendue compte en fait que ça suffisait toujours pas. Et puis un jour elle m'a dit oui bah, en fait je suis royaliste. Et j'étais assez content puisqu'en fait j'ai jamais fait en sorte de l'amener au royalisme. Elle est venue toute seule. Elle y est venue toute seule, mais je lui ai toujours, enfin comment dire, j'ai toujours aiguillé ses réflexions vers se poser les bonnes questions, comment remettre en cause la République, Mhm. pourquoi ça ne va pas avec la République. Et du coup, je pense que comme personne, la nature n'aime pas le vide, et personne n'aime le vide, quand tu finis par conclure que tu n'es pas républicain, bah, il faut bien que tu sois quelque chose. C'était avant ou après ton séjour en Chine? Ou pendant peut-être? C'était après. C'est Après. récent, ma sœur. C'est D'accord. récent. Je pense elle a formulé. Je pense aussi elle a eu, bon, elle a eu sa trajectoire de vie qui est différente de la mienne, et elle a eu aussi son retour à la religion, je pense, ou son entrée dans la religion, Hmm. qui ont peut-être joué également là-dedans. Parce que je pense que ma sœur aura pas du tout la même vision du royalisme que moi. Je pense que personne ne l'a. Non, 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 bien sûr. Puis chacun a la sienne, en fait. Tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça que le Il y a royalisme. il y a un socle commun. Ouais, mais voilà, il est ni de gauche ni de droite. Enfin, Bien il est- sûr, ouais. il est- je suis plutôt d'accord avec ça. Et tu parlais de lui avoir expliqué ce qui n'allait pas dans la République. Qu'est-ce qui ne va pas dans la République selon toi? Alors, je n'ai pas dit ce qui n'allait pas, je lui ai demandé de se poser les questions et poser les bonnes questions. Par Mhm. exemple, l'universalisme qui est prôné partout, est-ce que ça va vraiment de soi? Mhm. Est-ce que l'universalisme est pertinent? Je me rappelle lui avoir demandé aussi que penses-tu de la dichotomie entre égalité et équité? Hmm. Parce que l'égalité, c'est l'universalisme. Et pourtant, l'égalité n'est pas l'équité. Tout à fait, oui. Et quand tu commences à réfléchir à des choses comme ça, au niveau ne serait-ce que des cultures régionales, des langues régionales, quand on regarde un pays comme la France, on voit que la région parisienne, enfin l'Île-de-France en général, est autosuffisante à 6%. Mais elle est considérée comme la région la plus riche, et on a quand même les gens d'Île-de-France qui chient monumentalement sur Les provinces. les provinces, alors que ce sont les provinces qui les nourrissent et qui les font vivre. Hmm. Et que si demain les provinces et les zones rurales faisaient un embargo sur la bouffe à Paris, Ça, c'est le chaos. ça serait un chaos monumental. Ouais. Et quand on commence le cas de la Catalogne était très intéressant. La Catalogne qui voulait faire sécession de l'Espagne, sous prétexte qu'il produisait 17% du PIB de l'Espagne, alors qu'il représentait seulement 13% de la population. Et donc, il ne voulait pas payer pour les autres.
Mhm. Alors, c'est une question très intéressante, c'est la vision globale du territoire. Il y a des spécialisations dans les régions. Effectivement, en France, on a des régions agraires qui, par rapport à la perception économique du monde tertiaire, Mhm. bah, produisent moins, hein. Les agriculteurs, ils produisent la bouffe, mais en termes de PIB, ils sont considérés comme produisant moins que les gens qui travaillent dans les services dans l'Île-de-France. Totalement, ouais. Pourtant, est-ce qu'il faut des deux? Probablement qu'il faut des deux, mais il faut savoir On, récompenser les deux fonctions on voit bien le rôle de médiateur, là. au même niveau. Ouais. Et, D'accord. mais tu vois, pour revenir au rôle de médiateur, souvent ce qui me désole, c'est qu'en fait, on a deux personnes qui essaient de débattre ou qui se confrontent verbalement. En fait, ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent pas de la même chose, ils ne peuvent pas se mettre d'accord, de toute façon, ils ne parlent pas de la même chose. Souvent, il y en a un qui parle des... prenons un exemple sur un débat que j'avais vu qui était très intéressant, c'est sur la peine de mort, Oui. où il y avait deux personnes qui s'opposaient, alors, qui s'envoyaient paître. Et en fait, il y avait une personne qui était en train de faire un débat sur peut-on ou non justifier la peine de mort? Est-ce que c'est éthique de considérer une peine capitale, une peine de mort dans un pays? Mhm. Et l'autre qui était en train de traiter le débat, la peine de mort est-elle applicable en France par rapport au Mhm. système juridique français? Donc en fait, ils étaient en train de s'envoyer des arguments sans faire le même débat. Et oui, c'est un problème récurrent, ça. Et en fait, ils avaient l'impression qu'ils faisaient un débat sur la peine de mort, mais ils ne faisaient pas le même. Donc il y en a un qui disait oui, mais tu te rends compte, les avoirs judiciaires aujourd'hui dans le système français, etc. Et tant l'autre qui disait oui, mais il y a peut-être des crimes où on pourrait considérer qu'une faute n'est pas pardonnable, etc. Et en fait, clairement, c'était pas le même débat. Et Mhm. pourtant, en fait, donc, ce qui est très intéressant quand tu es médiateur, c'est justement de reposer mieux les questions dans le débat pour que les gens arrivent à discuter de la même chose et du coup, alors bon, se mettre d'accord ou pas, c'est encore un autre problème, mais mettre de la méthodologie. La discussion ne va pas de soi. Il faut de la méthodologie dans la discussion. Et pour comprendre, pour que ceux qui écoutent éventuellement puissent comprendre de quoi ça parle Et puis aussi. comprendre le cheminement, pourquoi on Bien passe de sûr. ça à ça, etc. Donc ça, oui, c'est un rôle que j'affectionne particulièrement. Et je suis Hmm. relativement bon pour faire ça, je D'accord. pense. Est-ce que tu as des... on va pas tarder à finir, hein. Est-ce Oui. que tu as des... quelques questions encore? Est-ce que tu as des références, des choses qui t'inspirent, qui te sont très chères, intellectuellement ou non d'ailleurs, et qui t'ont amené vraiment à garder une direction? Alors, je ne sais pas, alors là, cette question-là, je ne l'avais pas vu venir. Euh, des références donc littéraires ou livresques? Oui, entre autres. Non, Cinématographique, des personnages historiques, des personnages de ta vie, peut-être, plein de n- choses. Tout. non, je pense pas en fait. Je, je pense pas parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu vraiment de référence, que ça soit à aucun niveau. J'ai jamais eu de référence, tu vois, comme un truc auquel je m'accroche et j'en fais un fondement parce que encore une fois, je suis relativiste et Mhm. donc du coup, comme pour moi, chaque situation est différente et demande à, à être comprise différemment et à être contextualisée. Mhm. Du coup, je peux pas avoir une référence unique qui me permettrait T'as pas un livre de chevet, par exemple? alors si, j'avais un livre de chevet qui était Thucydide, de la guerre du Péloponnèse, puisque Thucydide, sa démarche d'objectivité pour narrer L'histoire. la guerre entre Sparte et Athènes de Mhm. 231 à 200, de 431 à 404 avant Jésus-Christ, même s'il n'a pas il a pas pu finir son œuvre, c'est Xénophon qui a fini la rédaction. M'a énormément marqué intellectuellement, j'avais 16 ans quand je l'ai lu. Hmm. Et j'ai adoré la gymnastique intellectuelle. Mais de toute façon, j'ai beaucoup, beaucoup appris des Grecs. Par exemple, c'est avec Hérodote que j'ai vraiment compris ce qu'on appelait l'histoire connectée. Et si Ouais, je voulais comprendre ce qui se passait en Grèce, eh ben non, d'abord il fallait que j'aille voir ce qui se passait dans le monde perse, dans les satrapies d'Égypte et autour, en fait. carrément, Il, c'est très il intéressant ça. fallait circonvenir le problème avant d'aller voir à son Ouais, centre. tu vas te concentrer sur un élément si t'as pas le Et contexte, hein, voilà. clairement. Et puis que ça soit spatialement ou temporellement. Aller voir Mhm. aussi ce qui s'était passé peut-être 200 ans avant pour mieux comprendre une dynamique de l'histoire. Et Thucydide, lui, ce qui m'a vraiment marqué chez lui, c'est sa volonté de neutralité dans le discours. Hmm. Il est quand même athénien et il essaye vraiment d'avoir un discours extrêmement Objectif. Neutre. apartisan, ouais. Neutre, Ne pas prendre parti pour vraiment narrer ce conflit. Alors, il n'y arrive pas toujours, hein, parce que parfois on sent quand même des petites pointes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un travail de grande qualité qu'il a fait. Et puis aussi, surtout, par exemple, je pense à la peste d'Athènes. Mhm. Thucydide n'est pas médecin, il va essayer de la décrire, il va essayer de donner des symptômes, il va essayer de systématiser son analyse de l'épidémie Mhm. pour que les générations futures, si elles sont reconfrontées au même caractère, aux mêmes caractéristiques, puissent reconnaître l'épidémie pour mieux s'en défendre. Oui, je vois. Et ce travail de documentation systématique
Synthétique. synthétique, ouais, c'est un véritable travail scientifique. Hmm. Moi, ça m'a parlé beaucoup. Ça m'a beaucoup façonné, tu dis. Pour ta grande rigueur sur la méthode, sur Ouais, ouais, ouais. la manière d'être, comment dire, capable de parler de tout en restant Neutre, neutre, mais en aussi essayant, hein. On a tous nos biais, mais en essayant. sans aller dans enfin, dans Oui, le raccourci en fait. oui. Même sur un sujet que tu maîtrises pas. Ça peut être difficile parce que des fois on en fait même sans faire exprès parce que Bien sûr, oui. il y a des choses qui nous semblent tellement logiques qu'on va pas tout redire et on va passer de A à D sans passer par B et C. Bien sûr, oui. Et peut-être que l'interlocuteur à ce moment-là n'a pas B et C en tête et du coup Totalement. fait pas le lien aussi facilement que C'est un, nous entre A et D. Et, c'est un problème que j'ai aussi, hein. et c'est pour ça, bon, des fois en fait on me dit ouais mais t'es chiant quand tu parles, on dirait un prof, t'expliques tout, même ce qui est évident. Oui mais je ne suis pas sûr de ce qui est évident. Donc pour être sûr que tout le monde, enfin que personne ne soit perdu dans le cheminement, bah, je fais étape par étape D'accord, de ça. tu veux être exhaustif en fait. J'essaie. Mais c'est vrai que, en fait, des fois, les gens ont l'impression, ouais, mais tu nous prends un peu pour des demeurés. Mais non, mais parce que je suis pas dans votre tête, je peux pas savoir exactement quelles sont les étapes du raisonnement que vous allez avoir de façon intuitive et automatique. Hmm. Et donc, du coup, pour pas prendre de risques, mais ça, c'est peut-être une déformation professionnelle de l'enseignement. Ça, c'est probablement. Mais ça peut être chiant pour certaines personnes, je pense. Hmm. Ça peut être très chiant. Ouais. Et tu avais déjà du coup, cette mentalité quand tu es arrivé en Chine. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 Et oui. ton voyage en Chine finalement, qu'est-ce que tu en as retiré? Quels ont été les moments marquants? Et oui, si c'est un peu une question, l'avant-dernière question, il y aura la dernière qui est Ouais, un peu ouais. moins forte. Si tu devais faire le bilan de ton Ouais. voyage en Chine, qu'est-ce qu'il en est dans ce que tu as vécu aujourd'hui et éventuellement pour l'avenir? Plein de choses. Alors déjà, c'est un peu comme la ville où j'ai habité, et donc qui héberge le coronavirus aujourd'hui, Wuhan. C'est un peu ma deuxième ville natale. J'ai eu Hmm. comme une deuxième naissance. Faut savoir que le début de mon voyage en Chine s'est très très mal passé. Mhm. D'abord, j'ai passé une semaine à Shenyang, en base militaire, chez un général Wow. 5 étoiles de l'armée chinoise. Et quand je sortais, j'avais toujours deux gardes avec moi qui me suivaient. Et des fois, il me disait non, non, pas par là. Ok, non, pas par là. Ok, je vais pas y aller. Je sais Oui. pas, je peux pas me Comment perdre. tu t'es retrouvé là-dedans? Et parce qu'en fait, c'est une amie chinoise qui est mariée à un Français et donc son père est général et je la connaissais depuis longtemps. C'est elle à qui j'ai commencé à donner des cours de chinois à l'époque à Mhm. Poitiers. De cours de français, De pardon. français, ouais. Euh, et ce qui était très marrant, on m'a dit bah, si tu vas en Chine, il faut à tout prix que tu ailles voir mes parents, ils te connaissent, machin et tout. Donc je suis d'abord allé là-bas et j'étais très bien accueilli, mais alors, levé 4 heures du matin, petit déjeuner à 4h30. Très réglé, quoi. Bah, une vie militaire, hein, une vie en caserne Mhm, militaire. totalement, Donc, ouais. mais j'ai tout fait un peu, c'était pas ça que je voulais voir de la Chine, je voulais pas rester en caserne. Puis les parents étaient âgés, je voulais pas les déranger, Mhm. etc. Donc je suis parti sur Pékin. Et après j'ai passé quasiment 2 mois à Pékin. Et alors Pékin, j'ai détesté. J'ai détesté, Mhm. j'ai détesté la Chine. Au début, Pékin m'a fait détester la Chine. ça m'étonne pas parce que je me permets, c'est sur toi normalement, mais pour petite anecdote, moi-même quand je suis allé, ayant vécu 6 mois au Japon, ouais, les 2 premières semaines, Hmm. Tokyo m'a fait un peu détester le Japon Ouais. aussi et j'ai réappris à l'aimer. Peut-être que Ouais. c'était pareil pour toi. Oui, mais moi j'ai dû quitter Pékin pour Mhm. apprendre à aimer la Chine. Et là, c'est clair que si un jour je dois retourner travailler en Chine, il est hors de question que je prenne un poste à Pékin. Mais hors de question que je prenne un poste à Pékin. Mhm. Je veux pas foutre les pieds, ni à Shanghai d'ailleurs. Shanghai, c'est pareil. En fait, c'est des New York, c'est des villes, c'est New York, mais tu fous des jaunes à la place des blancs. Mais Mhm. tu sens que de la modernité, tu sens pas l'essence du pays en fait. Mhm. Et du coup, après, je suis allé à Wuhan parce que j'avais des amis là-bas. Et je suis arrivé, je suis tombé amoureux de la ville le premier jour. Mhm. Ne serait-ce que par les rencontres que j'ai faites dans le train. Dans le train, avec moi, j'ai pris un train de nuit de Xi'an à Wuhan. Et on était en assis-dur. Donc assis-dur, c'est des espèces de la classe la plus basse, Ouais. où tu es assis sur un banc toute la nuit, tu peux pas Tu peux dormir. dormir par terre même, je crois. Ouais, mais bon, c'est pas confortable. Enfin, Ouais. mais de toute façon, le train démarre à peine, les mecs ils sortent la bouffe, l'alcool et les cartes. Et puis, et si tu parles chinois, bah, tu te fais une nuit, c'est génial, quoi. Tu rencontres les Mhm. gens. Tu parlais chinois déjà à ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Mais j'étais en train de le réactiver parce qu'il faut pas Bien oublier que j'avais sûr. fait 5 ans à Paris sans toucher au chinois. Mais il y a plein de choses qui se réactivaient. Et puis le gars il me dit oui, tu vas où à Wuhan? Je dis non, je vais telle adresse, ma copine elle habite là-bas, faut que j'aille la voir. Elle me fait, ah mais je sais où c'est sur mon chemin, tu viens dans mon taxi. Moi, je dis merde. Et
Donc on prend le taxi ensemble. Je lui dis, est-ce qu'on pourra s'arrêter quand même à un bureau de tabac à un moment, enfin un petit magasin pour que j'achète des cigarettes, j'en ai plus. Là, le mec, il sort une cartouche, il sort 2 paquets de clopes de la cartouche, il me donne les paquets de clopes, comme ça. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a quoi? Il a une fille qui apprend l'anglais ou le français, il va me demander de lui donner des cours à distance. Enfin, Mhm. ça, j'étais un peu, mais comment ça se fait? Autant de gentillesse, autant d'accueil. Et puis la voiture s'arrête à l'adresse où j'allais. Il me dit, ben voilà, c'est là. Bon, bah bienvenue à Wuhan. Allez, au revoir. Et comme ça, il m'a pas demandé mon nom, pas demandé mon téléphone, pas demandé mon adresse internet. C'était purement de l'aide. Ça commençait très bien du coup. Et là, j'ai fait, c'est quoi cette ville? Donc j'arrive chez ma copine, il était quoi, 6h30 du mat. On se fait un café, et je lui raconte ça. Elle me fait, ils m'en parle pas ici, c'est des malades. Moi, elle me dit comme ça, un jour, je cherchais un taxi pour aller à l'aéroport, il pleuvait, impossible de trouver un taxi, j'avais une valise, il fallait à tout prix que j'aille prendre l'avion. Il y a un taxi. Française aussi, ta Ouais, copine. française. Donc vous pouvez plus Ouais. échanger les Ouais, on était à la impressions. fac ensemble à Bordeaux. D'accord. Et elle m'a dit, il y a un taxi qui s'est arrêté à côté de moi, il y a un monsieur qui est sorti du taxi, il m'a dit, je vois que vous avez des bagages, en chinois bien sûr, il me fait, je vois que vous avez des bagages, vous allez probablement à l'aéroport. Il fait, oui, oui, il fait, bah, prenez mon taxi, vous n'en trouverez pas. Ah oui, d'accord. Et du coup, Très attentionné. elle allait bosser, et donc j'ai retrouvé une autre copine, on a commencé à se balader dans la ville, et on s'arrêtait dans les petits magasins, et on expliquait, bah non, nous, on est nouveau, on vient d'arriver dans la ville, on connaît Mhm. pas. Elle me disait, bah tiens, faut que vous goûtiez ça, il nous faisait goûter plein de trucs gratuitement, on achetait des trucs. Enfin, à Pékin, chaque fois que j'achetais un truc, il fallait que je me batte pour le prix, parce qu'ils Mhm. essayaient de me la mettre à l'envers, Mhm. de me faire payer 3 fois le prix normal, etc., parce que j'étais un occidental. Et à Wuhan, j'ai toujours eu le vrai prix, en fait. Donc tu as trouvé une vraie convivialité Ouais. dans les provinces En chinoises, quoi. fait, j'ai eu l'impression que je pouvais être intégré, en fait. Mhm. Bon, j'étais un occidental, hein, j'étais un français. Et Mais paradoxalement, c'était pas dans l'endroit le plus cosmopolite, on va dire, mais dans l'endroit le plus enraciné et le c'est plus ça, chinois. c'est ça, Mhm. c'est C'est ça. marrant ça. C'est marrant, ouais, ouais, Ouais. c'est très marrant. Et c'est pas forcément faux en France aussi, j'ai remarqué, hein. En fait, plus il y a de cosmopolitisme quelque part, moins il y a d'hospitalité telle qu'on la connaît. Tout à fait, ouais. Et il y a beaucoup d'hospitalité en Chine, mais dans les villes qui sont encore... Enfin, je te dis, alors Wuhan, c'est quand même 11 millions d'habitants, hein, donc Mhm. c'est pas non plus une petite bourgade, mais c'est complètement différent, et forcément, je me suis plus là-dedans. Et j'ai découvert aussi une autre façon de vivre qui est relativement proche des Français, parce que les Chinois, et notamment les Chinois de Wuhan, ils adorent bouffer, ils adorent jouer. Enfin, le jeu est vraiment un élément important dans la culture chinoise, Mhm. et les hommes et les femmes jouent. Et c'est pas vu comme des trucs de gamins, jouer aux échecs, à des jeux de plateau en bois chinois, des jeux de stratégie, des choses Mhm. comme ça, ou des jeux de cartes. Ça fait partie de la culture, et pas seulement chez les enfants. Mhm. Au même titre qu'on a nos vieux dans les campagnes qui font des tournois de belote. Bien sûr, ouais. Et il y a vraiment une convivialité autour de la nourriture, bien sûr, en Chine, qui est très comparable à la convivialité française. D'ailleurs, moi, Un art de la table. ouais, le plus Mhm. gros point commun que je vois entre les Français et les Chinois, c'est que quand on est à table et qu'on a 10 plats devant nous, on est en train de parler de ceux qu'on aura demain. C'est-à-dire, on parle même pas des plats qu'on est en train de manger, on parle de ceux qu'on n'est pas en train de manger et qu'on va Mhm. manger la prochaine fois. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu chez les Chinois et chez les Français, ça Oui. m'a beaucoup fait rire. Donc finalement, et c'était très marrant parce que dans la ville dans laquelle j'étais, la majorité des étrangers qui n'étaient pas français détestaient cette ville et les Français s'y sentaient Chez eux. comme chez eux. Parce qu'en fait, Mhm. il y avait un côté un peu rustre, un peu Bon direct, vivant. très franc aussi. Bon vivant peut-être. Ouais, bon vivant. Mhm. Dans beaucoup d'endroits en Asie, on pense que les Asiatiques sont un peu fourbes, cachent les émotions, etc. Et les Wuhanais, ils ont cette particularité, d'ailleurs ils sont connus en Chine pour ça, et c'est un négatif hein, pour les Chinois d'ailleurs, d'être, s'ils ont un truc à te dire, ils te le disent. Donc t'es pas tombé amoureux de la Chine, t'es tombé amoureux de Wuhan en fait. C'est ça. Mhm. Et de la province du Roubaix en général. Ouais. Et parce qu'il y a un côté très français en fait. J'ai retrouvé enfin, je me suis reconnu dans pas mal de trucs en fait là-bas. Mhm. Donc, et en fait, alors, et aussi, alors, la Chine, c'est un pays, quand on y est, quand on bosse là-bas, on bosse beaucoup. Et on passe vraiment beaucoup d'heures à bosser. Mhm. Et après, on se détend, on va avec les collègues au restaurant, on va boire des coups, des choses comme ça. Et la vie est super agréable, en fait. Mhm. C'est une vie qui est remplie. C'est une vie qui est bien remplie. Mhm. Tu as la satisfaction du travail que tu fais et tu as le plaisir de bouffer avec tes collègues, de boire des coups avec tes collègues. Et enfin, les jours et les semaines passent. Enfin, on vit, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre. De la convivialité quoi. Ouais, ah oui, 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 oui. C'est. Ouais, Bon, on y retrouve un petit peu encore la chose de médiateur, ouais. assurer l'harmonie, comme tu disais, Ouais, ouais. socialement. Mais après, j'ai eu des impairs en Chine parce que bon, après, j'ai fait des fautes culturelles. Ah bah ça oui, bien sûr, surtout au Mais début, ouais, j'imagine. oui, au début, parce qu'il faut apprendre un peu à des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Tout à fait, ouais. Mais oui, dans l'ensemble. Puis, enfin, en fait, les Chinois, c'est un peuple patient avec les étrangers. Mhm.
enfin, ils comprennent bien que quand tu arrives, t'es pas censé déjà tout connaître. Donc, ils t'expliquent, bah, tu sais, nous ici, on fait comme ça. Et qu'est-ce que t'en as retiré de tout ça? Euh, bon, une prise de conscience que fallait pas. Bon, déjà, que la Chine n'est pas l'espèce de blocus soviétique qu'on veut nous présenter des années 30 à la télé, Bien sûr. que c'est pas du tout comme ça que ça se passe là-bas, que le modèle français n'est pas le meilleur, clairement pas. Mhm. Je parle du modèle actuel. Et que il y a des alternatives, c'est-à-dire pour des mêmes ambitions sociales, des mêmes ambitions de projets de société, il n'y a pas qu'une seule solution, il y a des alternatives qui ont des contextes historiques et culturels différents et que moi je me sens très bien en Chine. Alors probablement que je me sentais aussi bien parce que je gagnais bien ma vie et que j'étais un expatrié avantagé aussi. Enfin, ça joue, hein, faut pas non plus Ouais. se voiler la face, hein. T'avais pas grand-chose quand il y est allé quand même. Non, mais après j'ai trouvé un poste en université, j'avais un très bon salaire. Enfin, Ça c'est pas comme ça non plus. non, 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 non. Après, bah, faut être talentueux. En Chine, c'est pas compliqué. Les profs, ils les testent, ils te donnent une classe, ils regardent comment tu te comportes pédagogiquement. Mhm. Soit ça leur plaît, soit ça leur plaît pas. Ils regardent pas ton diplôme. Mhm. C'est eux, ils veulent du concret. Les Chinois Mhm. sont ancrés dans le réel. Le diplôme ne prouve rien. Donc, après, ça change, hein, parce que bien sûr, dans les administrations, j'imagine qu'il y a des grilles avec des niveaux de diplôme, etc. Enfin, ils y viennent aussi, quoi. Puis on peut acheter le diplôme aussi généralement. Oui, visiblement, puis ouais, en fonction de là où tu as eu ton diplôme, il n'a pas forcément la même valeur, Ouais. mais voilà. Et donc, effectivement, déjà, en fait, je me demande même si les Chinois sont pas dans une forme de royauté, en fait, quelque part. Mhm. Parce que, en fait, la République chinoise, celle on la considère, elle a aboli le système impérial chinois, mais ce qu'elle n'a pas fait que remplacer les acteurs et changer les noms. Je vois très bien ce que tu veux Parce dire. que le fonctionnement ne m'a pas l'air bien différent. Mais surtout chez les petites gens en fait. Hmm. Alors chez les petites gens, ça change rien. De toute façon, je pense que la majorité des Chinois n'ont rien à faire d'être en république, en monarchie, Comme sous l'Empire, en royauté. À partir du moment où ils vivent, ils peuvent vivre bien. Ça les concerne pas en fait. comme sous l'Empire où l'empereur était une figure lointaine C'est qui ça. veillait sur, Ouais, c'est ça. sur l'Empire. Oui, Oui. la figure lointaine, oui. Mhm. Oui, parce que, bon, par exemple, Wuhan, c'est à 1300 km de Pékin, hein. Ah, bien sûr, bah c'est. Et c'est au centre de la Chine. Pékin, c'est au nord en plus. Tu vois, genre, Oui, c'est bien sûr. la capitale qui est au nord-est en plus. Enfin, Mhm. donc tu vois, enfin, c'est très rare les pays où la capitale est centrée. Ça existe, mais c'est quand même relativement rare. Mhm. Et là, effectivement, la Chine étant très grande, enfin, les provinces du sud-ouest chinois, Pékin, elles le mettent grosso modo sur la carte, mais enfin, il y a 3000 km de distance, quoi. Enfin, Mais c'est un monde en fait. ouais, C'est le monde chinois. c'est carrément autre chose, quoi. Donc voilà, et Mhm. en tout cas, ça m'a renforcé ça m'a permis aussi de prendre conscience que la morale d'une société n'est pas systématiquement portée par la religion, comme je disais tout à l'heure, Mhm. que ça peut être porté par autre chose, et que la morale, si on en veut dans une société, il lui faut un vecteur, il lui Mhm. faut un support, il lui faut un ancrage. Et que la tradition n'est pas forcément quelque chose d'abstrait, mais que ça peut être présent vraiment chez les gens Oui, à des endroits. Mhm. ouais, Peut-être ouais. pour ça que t'aimes les provinces aussi. Oui, 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 Mhm. oui. Mais de toute façon, c'est vrai que je me sens très très mal à vivre dans le centre décisionnaire, Intellectuel, administratif. ouais, comme la petite intelligentsia parisienne Ouais, peut-être. ouais, Ouais. une intelligentsia, j'aurais pas mis le mot dessus. Je suis d'accord, mais bon. Mais oui, oui, non, mais effectivement, oui. Et, c'est vrai que oui, oui, j'aime bien tout ce qui est fait. Bah, d'ailleurs, regarde aujourd'hui mon choix de vie, je suis à Rouen, je suis pas à Paris. Oui, Je me vois, je pense que je ne revivrai jamais à Paris de ma vie. beaucoup de royalistes pensent ça d'ailleurs. Ouais. C'est assez Bah, ouais, marrant. Paris, c'est même plus la France, donc. Et là, je parle même pas des étrangers qui y habitent, etc. C'est-à-dire que simplement, Culturellement, voilà, c'est un aéroport international, c'est une Paris. vitrine. Ouais, Et que tu parles d'une vitrine d'ailleurs. ouais, ouais. Bon bah écoute, On est bon? pour terminer est-ce qu'il y a des sujets que tu n'as pas abordés, que t'aimerais, vers lesquels je t'ai pas emmené, que tu aimerais Ouais, bah, aborder? une dernière chose, Oui. je souhaiterais, j'appelle tous mes homologues royalistes à se souvenir que lorsqu'on est catholique ou qu'on se revendique, on doit revendiquer la bienveillance avec. Et que Hmm. pour moi, tout combat royaliste doit être animé par la bienveillance, en Hmm. premier. Sinon, il n'est pas catholique et donc il n'est pas royaliste. Voilà. Eh ben merci beaucoup.
De rien. C'était super intéressant. Et peut-être à une prochaine pour une autre interview. Très bien. À bientôt.